Au moins, il semble impossible de remettre en cause l'observation. C'est notre lien direct avec la réalité, et il semble que cette observation soit bien le fondement de toute théorisation. En effet, si nos idées, nos pensées peuvent être vraies ou fausses, et l'histoire a montré qu'il y avait de très nombreuses théories scientifiques qui se sont montrées fausses à travers le temps, en revanche, personne ne peut dire qu'une observation est fausse, semble-t-il. Et ce primat de la vérité sur l'observation reposerait sur le fait que l'observation est pure de toute théorie. L'observation viendrait uniquement des sens sans le travail de la raison. Il y aurait donc une séparation entre ce qui est de l'ordre de l'observation, qui est sensible, et ce qui est de l'ordre de la théorisation, de la science, qui serait rationnelle. Cette séparation est la condition de vérité absolue de l'observation. En effet, on a vu que des théories, c'est-à-dire un ensemble d'idées cohérents, pouvaient se révéler vrais ou faux. Si l'observation contient de la théorie dès le départ, et que la théorie peut être vraie ou fausse, alors l'observation, elle aussi, pourra être vraie ou fausse. La condition pour que l'observation soit toujours vraie, c'est qu'elle soit pure, vierge, indemne de toute théorie. Or voilà, le problème pour l'être humain, c'est que la formulation du moindre énoncé de base, la formulation du moindre énoncé d'observation est déjà chargée de théorie. On peut montrer ces difficultés en 3 temps. Le premier exemple est simple. Voici un dessin très commun. Que représente ce dessin? Un canard ou un lapin? Un lapin ou un canard? On ne peut pas voir les deux en même temps. On voit soit l'un, soit l'autre. Il suffit de se concentrer sur l'un pour voir l'un, ou de se concentrer sur l'autre pour le voir. Mais qui vous dit que vous voyez un canard ou un lapin? Projeter canard ou projeter lapin sur ce même dessin, c'est déjà faire œuvre de concept, de rationalisation. La preuve, ce n'est qu'un dessin. Ce n'est rien d'autre que des traits noirs et de l'espace blanc. Donc, dès que l'on voit quelque chose, on l'interprète à l'aune de nos concepts. Et tout énoncé est déjà un énoncé chargé de théorie. Imaginez un professeur qui vous dit « ceci est une craie ». Vous le voyez de loin et vous pourriez vous dire « au fond, qu'est-ce qui nous prouve que c'est une craie ?» Ça peut très bien être un coton de dentiste pour écarter la joue de la dent. Alors, une vérification toute simple permet de dire c'est de la craie parce qu'un coton n'écrirait pas au tableau, alors qu'une craie, si. Mais peut-être qu'en réalité, ce qui est écrit au tableau n'est pas de la craie, mais de la peinture. Pas de souci, tout le monde sait que la craie c'est du calcaire et il suffit de faire une analyse chimique de ce qu'il y a dans la craie pour savoir si c'est bien du calcaire. Et si c'est du calcaire, c'est de la craie. Mais vous vous rendez compte de ce que nous venons de faire? Sur ce simple énoncé, ceci est une craie, il y avait soutenu derrière tout un processus de vérification, que la craie est écrite sur le tableau, que la craie est faite de calcaire, et qu'on a une réaction chimique qui permet de savoir la composition de cette chose pour savoir si c'est du calcaire. Ce simple énoncé « ceci est une craie » est en réalité déjà monstrueusement théorique. Et donc, cela remet donc en cause la séparation de la théorie et de l'expérience. Pour comprendre ce mélange de théorie et d'expérience, il y a dans l'histoire des sciences un cas beaucoup plus important à bien retenir, celui de la dispute entre le géocentrisme et l'héliocentrisme. Le géocentrisme, c'est l'hypothèse antique de Ptolémée. La Terre est au centre de l'univers et les planètes tournent autour de la Terre. L'héliocentrisme, c'est ce qu'a découvert Copernic et vérifié Galilée, qui consiste à dire que ce n'est pas la Terre qui est au centre, mais au contraire le Soleil. Quand Copernic propose cette nouvelle vision de l'univers, il semble qu'il y ait un moyen simple de vérifier laquelle des deux hypothèses est vraie, laquelle est fausse. En effet, à l'observation, la taille d'un objet dépend de la distance. Plus un objet est éloigné, plus il nous paraît petit. Plus un objet est proche, plus il nous paraît grand. Ainsi, pendant l'observation, si un objet change de distance par rapport à nous, sa taille variera. Au contraire, si un objet est toujours à la même distance, alors sa taille sera toujours la même. Appliquons ce principe à la question du géocentrisme et de l'héliocentrisme. Le géocentrisme postule que la Terre est au centre et que Vénus tourne autour de la Terre selon une trajectoire circulaire. Autrement dit, la distance entre la Terre et Vénus est toujours la même puisqu'elle est sur un cercle autour de la Terre. Ça veut dire qu'à l'observation, Vénus ne devrait jamais changer de taille.
En revanche, dans l'héliocentrisme, la Terre et Vénus tournent autour du Soleil, mais ne tournent pas au même rythme autour du Soleil. Autrement dit, la distance entre Vénus et la Terre ne cesse de varier au gré de leur progression sur leur orbite. Donc, l'observation de Vénus doit montrer une différence de taille de cette planète. Or, que se passe-t-il lorsqu'on observe Vénus à l'œil nu, tel que c'était le cas à l'époque? Il n'y a aucune espèce de différence dans la taille de Vénus à l'observation à travers le temps. Si vous comprenez le principe que je viens de vous donner, cela signifie donc que Vénus est toujours à la même distance de la Terre, et donc que Ptolémée et le géocentrisme a raison. Et vous comprenez le problème, c'est que aujourd'hui, grâce aux moyens techniques, on sait que ce n'est pas le cas. En effet, quelle est la grande invention de Galilée? C'est la lunette astronomique, c'est-à-dire une lunette grossissante. Or, quand Galilée pointe sa lunette vers Vénus, il se rend compte qu'en réalité, Vénus change de taille. Autrement dit, si nous voyons Vénus toujours de la même taille à l'œil nu, c'est qu'en réalité, la définition de l'œil ne permet pas de voir cette toute petite différence à l'œil nu. C'est la lunette astronomique qui nous permet de voir le changement de taille de Vénus. Oui, mais comprenez bien la difficulté. Ça veut dire que vous faites plus confiance à une lunette qui grossit la réalité, autrement dit qui déforme la réalité de l'observation, plutôt qu'à votre œil nu qui voit l'observation pure. Ça veut dire que vous avez besoin d'une théorie sur la déformation proposée par la lunette astronomique pour démontrer qu'elle est proportionnelle, et d'une théorie sur les capacités de vision de l'œil pour démontrer qu'il n'est pas capable de détecter une aussi petite différence. Et donc, ça veut dire que ici, dans ce cas-là, c'était l'observation pure qui a conduit à l'erreur. L'observation pure conduisait à penser que Vénus était toujours à la même taille. C'est la théorie qui a permis au contraire de comprendre que Vénus n'était pas toujours au même endroit, donc que sa taille devait varier. Et l'instrument est venu un siècle après pour vérifier cela. Vous voyez la difficulté. L'observation est toujours chargée de théorie. L'observation est toujours chargée de théorie, au moins sur les instruments qu'elle utilise pour observer, les capacités de l'œil, les capacités de la lunette astronomique. Mais s'il y a confusion de la théorie et de l'observation, et que la théorie peut être vraie ou fausse, alors l'observation elle-même peut être fausse. Ainsi, l'observation de Vénus à l'œil nu est fausse parce que la théorie sur les capacités de vision de l'œil nu était fausse. Vous voyez le problème? Il n'y a plus de fondement assuré dans l'observation pour la science. La science ne peut pas s'appuyer de manière absolument certaine sur l'observation. En fait, poser au fondement de la science un observateur sans préjugés est particulièrement naïf. Ça n'arrive jamais. Mettez n'importe quel chimiste dans un laboratoire, il a déjà un peu une idée de ce qu'il recherche. Sinon, il ne saurait pas qu'il vaut mieux s'intéresser à la couleur du précipité plutôt qu'à la couleur de ses bottes, plutôt qu'à la couleur de ses murs, plutôt qu'à la taille de la pièce. Une petite histoire par exemple sur l'invention de la radio. Quand on a découvert les ondes radio et qu'on cherchait à mieux comprendre leur fonctionnement, on essayait avec une puissance de plus en plus forte. Au début, tout allait bien. On prenait l'émetteur, le récepteur, et évidemment on ne prenait que cela en compte. Et puis, à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine puissance d'émission, plus rien ne fonctionnait. Les résultats étaient complètement faussés. Et les scientifiques ont essayé progressivement d'éliminer les hypothèses, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en réalité, les murs étaient peints dans une certaine peinture qui contenait du métal, qui faisait qu'elle réfléchissait les ondes, et donc perturbait complètement l'expérience en raison de la taille de la pièce et du type de peinture sur les murs. Heureusement qu'ils ont pu faire des hypothèses pour écarter et comprendre ce qui était pertinent. Si le scientifique ne faisait absolument aucune hypothèse, s'il était absolument sans préjugés, aucune science serait possible. Parce que vous voyez que les données à prendre en compte seraient infinies, et personne n'est en mesure de prendre tout en compte. Faire de la science, c'est au contraire isoler des phénomènes, isoler certaines relations pour étudier elles strictement et chercher ce qui peut les perturber pour l'en écarter. Donc on voit, il n'y a pas d'observation pure dans la science. À la fin de cette partie, nous avons deux problèmes sur la conception commune de la science qui pense qu'elle fonctionne par induction en se basant sur l'observation. L'induction n'est pas un procédé logique valide. Il faut donc que la science procède autrement. Deuxièmement, l'induction ne peut pas s'appuyer sur l'observation de manière absolue parce que l'observation est elle-même chargée de théorie. C'est ce que Popper cherche à résoudre dans une nouvelle façon de concevoir la science au milieu du XXe siècle.